Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. La jeunesse du continent victime de l'industrie du tabac. Au Sénégal, ils sont de plus en plus nombreux à commencer à fumer dès l'enfance. Autorités et associations tentent de lutter contre ce phénomène. Action et innovation pour un patrimoine mondial durable au service des communautés en Afrique. C'est le mot d'ordre de la célébration du cinquantenaire de la Convention de 1972 qui s'est déroulée au Cameroun. On en parlera avec Lazare Elundu Assomo, directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, et Soyibou Varissou, directeur exécutif du Fonds pour le patrimoine mondial africain. La Tunisie veut une meilleure reconnaissance de son or vert. Elle veut créer un label pour valoriser son huile d'olive et forme des oléologues pour améliorer la qualité de la production locale. L'Organisation mondiale de la santé estime que le tabagisme va exploser en Afrique à l'horizon 2025. Au Sénégal, le programme national de lutte contre le tabac indique que certains enfants commencent à fumer dès l'âge de 7 ans, un phénomène qui inquiète les autorités au vu des maladies et cancers provoqués par l'addiction à la cigarette. Reportage de nos correspondants Eliman Dao, Sam Bradpis et Sarah Sakou. Papis, c'est un nom d'emprunt et mineur, mais il fume jusqu'à 10 cigarettes par jour. Nous avons choisi de masquer son visage. Il a abandonné l'école et gagne sa vie en tant que laveur dans un quartier de Dakar. Il est difficile d'expliquer pourquoi je fume. Pour moi, c'est un moyen d'évasion. J'aimerais bien arrêter. Peut-être à l'avenir. Près de 12% des garçons et 7% des filles âgées de 13 à 15 ans consomment du tabac au Sénégal, selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. Djibril, un militant anti-tabac, sensibilise contre les dangers de la cigarette dans cette université privée de la capitale. Quand vous fumez, voilà ce que ressemble votre poumon. Et si vous ne fumez pas, il estime qu'il est important d'intervenir tôt chez les jeunes. Il faut cibler les jeunes parce que l'industrie du tabac cible les jeunes. Et où sont les jeunes? Les jeunes sont dans les écoles. Les jeunes sont dans les écoles. Donc il faut aller les trouver chez eux, discuter avec eux, échanger avec eux, pour ne pas qu'ils tombent sur le piège de l'industrie du tabac. Un paquet de cigarettes coûte moins de 2 € au Sénégal, un prix jugé trop bas par Oumar Ba. Cet oncopneumologue est en même temps le directeur du programme national de lutte contre le tabac du Sénégal. Nous avons fait la sensibilisation. Nous avons fait les avertissements sanitaires, nous avons interdit de la publicité, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faudrait, c'est rendre le tabac inaccessible, c'est-à-dire cher. Il faut qu'on augmente la taxe sur les produits du tabac. Le programme national de lutte contre le tabac dit travailler avec l'État sur une nouvelle législation pour augmenter le prix des cigarettes. Elle compte sur la nouvelle Assemblée nationale pour voter cette loi. La vieille ville de Lamu au Kenya, le parc national des Virunga en République démocratique du Congo ou encore Kutamaku au Togo, autant de sites magnifiques reconnus au patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO. Pourtant, comparé aux autres continents, l'Afrique est sous-représentée. Les sites reconnus constituent seulement 12% de la totalité des biens inscrits. Nos deux invités entendent bien changer cela. Bonjour Lazare Elundu Assomo et Soyibou Varissou. Vous êtes respectivement directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO et directeur exécutif du Fonds pour le patrimoine mondial africain. On vous retrouve depuis Yaoundé où vous avez participé à la célébration du cinquantenaire de la Convention de 1972. Un appel à l'action a été lancé. Quelles sont les actions qui doivent être menées justement ? Cet appel à l'action est vraiment un texte fondateur parce que non seulement il souligne la préoccupation des experts africains et surtout des ministres de la culture et de la nature en Afrique de la question de la sous-représentativité de l'Afrique sur la liste du patrimoine mondial tout d'abord et appelle l'UNESCO à mettre en place des mesures concrètes pour le renforcement des capacités, non seulement pour inscrire plus de sites sur la liste du patrimoine mondial en les identifiant, mais aussi pour tout faire pour que le nombre important des sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial en péril ne le soit plus, que ce chiffre diminue dans les années à venir. Alors c'est aussi un texte qui appelle à impliquer les communautés, à trouver un équilibre entre la conservation et la question d'assurer le développement socio-économique des populations. Et enfin, c'est un texte
qui demande que les jeunes soient impliqués, parce que les jeunes, c'est aussi l'avenir du patrimoine mondial et c'est l'avenir du patrimoine mondial africain. Comment comptez-vous vous y prendre pour mobiliser la jeunesse à ces questions essentielles? Afin que la jeunesse les jeunes soient impliqués davantage comme partenaires du patrimoine mondial, il y a un aspect auquel nous ne pouvons pas échapper. C'est le fait de transformer les questions de conservation en plus-value économique. Ça, c'est extrêmement important. Et si on sait que l'Afrique est le continent où il y a beaucoup de pauvreté, plus de 40% de la population vit dans la pauvreté absolue, cette question qui est aussi chère à l'Union africaine et à nos chefs d'État devient préoccupante. Et tant que nous n'allons pas la régler à mon niveau, le patrimoine mondial en Afrique risque de souffrir sur les 50 prochaines années. Quelle nouvelle approche adopter pour un patrimoine durable et au service des communautés des pays d'Afrique? Quelles actions concrètes? Parmi les actions concrètes, il y a le renforcement des capacités professionnelles, par exemple, qui est un investissement continu et qui doit impliquer non seulement les écoles de formation professionnelle, mais aussi les universités. Parce qu'il est important que le secteur de l'éducation se joigne au secteur professionnel du patrimoine pour créer cette masse critique qui donc va permettre d'inscrire plus de sites sur la liste du patrimoine mondial, mais aussi d'améliorer les conditions de conservation et de jouissance, n'est-ce pas, du patrimoine mondial par les bénéficiaires et les populations. L'autre action concrète qui nous paraît très importante, c'est à travers une décision de l'Union africaine qui veut qu'à l'horizon 2030, au moins 1% des budgets nationaux soit consacré au secteur de la culture. Et actuellement, ce pourcentage, les performances, les allocations budgétaires qui sont faites sont dans la plupart des pays africains, largement au-dessous de 1%. Donc, l'affectation de plus de ressources budgétaires est une autre action concrète qui permettra d'augmenter les ressources internes que l'Afrique pourra mettre à disposition pour régler, en tout cas pour répondre aux questions autour du patrimoine mondial. Je le disais, l'année 2022 marque la célébration du cinquantenaire de la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial. Quelles sont les priorités, vos priorités pour les 50 prochaines années? Nous sommes ensemble avec le Fonds pour le patrimoine mondial africain parce que l'UNESCO voudrait effectivement regarder vers l'avenir pour les questions qui concernent l'Afrique, ensemble avec le Fonds pour le patrimoine mondial africain, qui est un important outil pour appuyer non seulement financièrement les pays africains à investir encore un peu plus dans la préservation du patrimoine. Pour l'UNESCO et pour le Fonds, nos priorités sont d'abord la toute première, c'est la question d'essayer d'inverser la question de la sous-représentativité de l'Afrique sur la liste du patrimoine mondial, parce que c'est une demande, ce sera une très importante priorité. Et la deuxième priorité sera d'aider les pays à tout faire pour améliorer l'état de conservation des sites actuels qui sont sur la liste du patrimoine en péril, en leur fournissant tous les outils nécessaires à travers le renforcement des capacités, mais aussi en renforçant les capacités institutionnelles des pays pour ce faire. Et enfin, une autre priorité qui sera importante à l'avenir, qui seront des priorités à la fois pour contribuer aux questions du dérèglement climatique, mais aussi à ce que ce patrimoine qui existe puisse jouer un rôle de développement socio-économique pour que les populations qui soient autour ou qui vivent à l'intérieur ou autour de ces sites puissent en tirer le maximum de bénéfices pour l'intérêt de leur population. Et c'est ce que nous demandent les ministres de la Culture en Afrique. C'était l'importance de cette réunion qui a été organisée à Yaoundé. Je pense que réconcilier la conservation avec les activités génératrices de revenus, qui sont des activités pérennes et durables, ça c'est un grand enjeu auquel nous devrons faire face pour assurer que nos sites sont bien conservés et bien gérés. Merci Lazare Elundu Assomo et Soyibou Varissou d'avoir été les invités d'Afrique Hebdo. C'est nous qui vous remercions.
C'est un pilier de l'économie tunisienne, l'huile d'olive, troisième producteur mondial derrière l'Espagne et l'Italie. Le pays exporte son huile d'olive vers plus de 60 pays dans le monde. Certains entrepreneurs du secteur veulent aller au-delà de cette exportation en vrac. Ils ont décidé de former des oléologues. Ces dégustateurs spécialisés auront ensuite pour mission de promouvoir la qualité des marques locales. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili sont allés à leur rencontre. Savoir sentir et déguster. Deux qualités essentielles pour être un bon oléologue. Celui qui déguste l'huile d'olive à la manière d'un sommelier. Dans la médina de Sousse, à l'est du pays, cette entrepreneuse montre les gestes pratiques pour déguster l'huile. Alors ce bruit, c'est l'intrusion de l'air en bouche pour vraiment diffuser l'huile et révéler les attributs en bouche. Ces passionnés, professionnels du secteur et agriculteurs doivent savoir déceler les équilibres chimiques et sensoriels du produit. Tu sens l'amande, la pomme? Oui, l'amande des pommes. Le fruité, le piquant et l'amertume sont les attributs d'une huile de qualité. Soraya veut créer une communauté de dégustateurs qui saura mettre en valeur les marques tunisiennes qu'elle expose avec d'autres dans son bar à huile. C'est toute une jeune génération d'agriculteurs, de producteurs qui investissent dans la qualité, qui investissent dans le terroir tunisien. Et on veut vraiment qu'ils aient une plateforme internationale. En Tunisie, il existe déjà 22 panels de certification, mais le métier d'oléologue n'est pas toujours connu. Dans la médina de Sfax, une association a décidé d'éduquer les jeunes malvoyants dès le lycée à la dégustation de l'huile d'olive. Leur formatrice souhaite en faire des experts de l'huile d'olive. L'idée est vraiment de montrer à ces jeunes qui sont différents des autres qu'il y a de nouveaux métiers très accessibles pour eux. L'objectif, atteindre les standards d'un certificat international qui permettra à ces jeunes d'avoir un diplôme reconnu. Et c'est ainsi que se termine votre magazine. Merci à tous d'avoir été avec nous.